J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Fréty qui est venu nous rencontrer. Bonjour Alexandre. Bonjour Tim. Merci d'être venu dans ton agenda assez chargé et je vais te poser la première question traditionnelle. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Et encore une fois, merci pour ton invitation. Je t'en prie. Écoute, moi, j'aime bien dire que j'ai eu un démarrage de carrière qui est assez peu original et très ordinaire. Ok. Je suis issu d'une famille scientifique avec un papa ingénieur. Donc, sorti de la terminale, je ne savais pas quoi faire. Donc, je suis parti en prépa scientifique. Je suis allé en école d'ingénieur. Et j'étais un bon provincial qui voulait absolument éviter la capitale. Tu habitais où à l'époque ? J'habitais à Strasbourg, fait mon école à Brest en Bretagne. Et j'ai fait mon stage de fin d'études à Toulouse chez France Télécom. Okay. Et on est en 2003, c'est la crise des télécoms. Et donc, je sens bien que je vais devoir chercher un travail dans la capitale. Et ne sachant pas quoi faire, j'ai fait du conseil. Ok, par défaut du coup. Par défaut, complètement. Ouais. Je suis rentré chez Deloitte en me disant c'est une belle maison, c'est dans une belle rue, un bel immeuble, ça a l'air sympathique. Je trouve que dans les écoles d'ingénieurs françaises, en tout cas à l'époque, on est très mal préparé au monde de l'entreprise, donc je connaissais pas grand-chose. Et j'ai rejoint un univers de métiers qui m'a beaucoup plu dès le départ. D'accord. J'ai eu l'occasion de travailler pour un projet de transformation pour Peugeot, pour la BNP, pour l'État. Et j'ai fini mon cursus chez Deloitte au bout de 2 ans par une mission très stratégique en Algérie pour la Banque extérieure d'Algérie avec une refonte totale de la stratégie de l'organisation. Ça m'a passionné et ça m'a donné envie de poursuivre dans le conseil, mais d'aller dans un univers un peu plus premium, si je puis dire. Et donc j'ai rejoint McKinsey. Et chez McKinsey, je pense que j'ai appris à travailler vite, bien et beaucoup. Alors, je fais une petite pause. Pour ceux qui ne connaissent pas McKinsey, c'est un des cabinets de conseil en stratégie les plus prestigieux en France. Voilà. Tout à fait. Et effectivement, j'ai appris à travailler vite, bien et beaucoup. Et ça sert toute la vie, donc c'est hyper utile. Et en même temps, assez rapidement, quand je suis chez McKinsey, je me rends compte que le travail de mes clients m'intéresse plus que le travail de mes partenaires. Donc, je commence à ressentir cette fibre très entrepreneuriale, cette fibre de faire les choses plutôt que de les faire faire ou de les regarder faire. Mais là encore, je n'avais pas une vision extrêmement claire. Et jusque-là, j'avais un parcours qui, encore une fois, était assez classique, Deloitte, McKinsey. Et combien de temps chez McKinsey alors ? Un peu moins de 2 ans. Ok. Et finalement, c'est un peu une histoire d'opportunité. Un jour, je suis contacté par un ancien de McKinsey qui était parti chez Webhelp. Webhelp, c'était une petite entreprise de call center. Ah oui, à l'époque, c'était petit. C'était petit, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, franco-français, dans un secteur pas sexy. Et ma première démarche a été d'aller les rencontrer pour roder mon discours avant de postuler dans une vraie boîte. J'ai rapidement été séduit par cette histoire, par les fondateurs, par l'équipe. Et j'ai décidé de basculer contre l'avis de tous mes camarades. C'était pas prévu alors du tout ? C'était pas prévu du tout. Et c'était même complètement proscrit par tout mon entourage. Donc on en reviendra un peu plus tard. Mais à ce moment-là, j'ai pris mon risque. J'ai senti que mon histoire, elle était de passer de l'univers sexy et clinquant du conseil en stratégie pour rejoindre l'univers peu intéressant sur le papier des centres d'appel. Et je suis resté 12 ans dans cette entreprise. Qu'est-ce qui t'a séduit ? Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans cette décision ? C'est les fondateurs ? C'est la discussion que tu as eue avec eux ? Je pense que c'est un mix effectivement, des fondateurs en qui je voyais un profond respect intellectuel, qui venaient aussi d'un univers conseil, donc il y avait quand même des similitudes et des atomes crochus. Ils avaient fait Bain & Company de leur côté. Et de l'autre, et on y reviendra plus tard sur la suite de ma carrière, une conviction profonde qu'on allait pouvoir créer un leader mondial. Alors que je discute avec des franco-français, une boîte qui n'est présente qu'en France, et je sens l'opportunité de marché, je sens qu'il y a l'équipe pour potentiellement accomplir des choses extrêmement grandes, sans présumer de l'histoire qui a été supérieure à ce que je pouvais en attendre. Très bien, très bien. Et tu passes combien de temps chez Webhelp alors ? 12 ans. 4 cycles de LBO, donc des cycles de financement par la dette avec 4 actionnaires différents, donc de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 2 milliards. Incroyable. Du petit player français jusqu'au numéro 4 mondial avec près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Au milieu de cet intervalle, j'ai aussi pris le temps de faire un executive MBA aux États-Unis. Donc ça aussi, ça a été un moment d'introspection extrêmement puissant. J'ai passé un été à Stanford au contact du meilleur écosystème d'entrepreneuriat au monde, avec une promotion de 140 personnes, de 44 nationalités différentes. Et c'était un moment que j'évoque assez souvent parce que ça a été un moment d'introspection extrêmement clé.
Les Américains là-dessus, ils ont une longueur d'avance sur nous. Oui, tu te retrouves immergé avec des gens qui viennent de partout dans le monde et tu partages beaucoup plus facilement tes freins, tes sujets personnels que lorsque tu fais des formations dans l'univers traditionnel de l'entreprise franco-française. Et ça, c'était 2 mois cette formation? C'est 2 mois, tout à fait. L'été. Donc tu as bossé pendant 2 mois. Tu poses le stylo de ton boulot, c'est vraiment le deal. Et pendant 2 mois, tu es à 100% immergé dans cet écosystème. Tu bosses beaucoup pendant 2 mois et tu reviens, non pas en étant un autre homme, mais en tout cas en ayant réfléchi sur toi-même. Canon, ok. Et donc ça, c'est 2017. Et 2017, c'est finalement le début de la réflexion de mon étape d'après. 12 ans de WebHelp, j'avais vécu une histoire incroyable en étant, on va dire, la première rangée dans l'avion. Je me disais que c'était peut-être le moment pour moi de la vivre, d'en vivre une autre, plutôt dans le cockpit. Et donc, je cherchais un job de DG dans le monde de la tech. C'était difficile de quitter WebHelp. Oui, parce que tout était tracé. Tu étais DG à l'époque. J'étais DG, faisais partie des murs. Le jour où j'ai eu mon pot de départ, le fondateur a dit très gentiment, je pensais que c'était toi qui allais faire le discours de mon pot de départ. Donc, effectivement, ça a été une surprise pour tout le monde. Mais de la même manière que ça a été une surprise quand j'ai quitté McKinsey pour WebHelp, je sentais le gut feeling et la voix intérieure me poussait à aller chercher quelque chose de nouveau. Et donc j'ai fait quelques processus de recrutement. J'étais plutôt chassé pour des grands groupes. Je commençais à avoir, j'avais une équipe de 20 000 personnes en dessous de moi. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était une histoire d'hypercroissance. Quand on est dans des boîtes très établies, l'hypercroissance n'existe plus. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins intéressant, mais c'est différent. Et donc j'ai fait quelques processus de recrutement dans des scale-up françaises. Et j'ai rencontré le fondateur de Malte, Vincent Huguet, qui à ce moment-là, je ne connaissais pas Malte, je ne connaissais pas Vincent Huguet, mais de la même manière que j'ai été convaincu par l'histoire WebHelp 12 ans auparavant, j'ai acquis assez vite la conviction que Malte avait un asset exceptionnel sur un marché gigantesque, et marché gigantesque sur lequel, et c'est assez unique, il n'y a pas un Américain qui a kill the game, comme on dit. Et donc capacité de rejoindre une boîte qui, comme WebHelp à l'époque, est petite boîte française, moins de 70 millions d'euros de volume d'affaires, moins de 10 millions d'euros de revenus, mais sur laquelle j'acquiers la conviction que si on exécute bien, il y a la place pour aller créer un leader mondial. Ok, très bien. Et donc, tu te retrouves aujourd'hui, tu es co-CEO de Malte, c'est bien ça. Ce qui est peut-être un peu assez atypique. Avant qu'on parle de mindset, tu peux en dire 2 mots? C'est quand même assez syndromatique de ta relation avec Vincent, de peut-être la culture de Malte dont on va parler après. Oui, tout à fait. En fait, alors, j'ai rejoint la société comme DG. Vincent était CEO et on a fait évoluer cette gouvernance au bout de 2 ans en tant que co-CEO. En fait, Vincent, il garde son emprise et son empreinte sur on va dire, l'ADN de l'entreprise, qui est vraiment la partie technologique de l'entreprise. Et moi, je suis plutôt le manager de l'entreprise au quotidien. Donc, on fonctionne comme ça depuis que j'ai rejoint la boîte. Finalement, le fait de passer co-CEO était... J'aime à dire, avant de se marier, il faut habiter ensemble. On a habité ensemble et donc on a pu aller un peu plus loin dans ce binôme, et ça a été validé par notre board. Au départ, avec quelques réticences, parce que c'est un modèle qui n'est pas encore. Mais c'était pas prévu à la base. C'était pas prévu. C'est pas prévu. C'est pas un modèle qui aujourd'hui est monopolistique, mais qu'on voit émerger, y compris aux États-Unis, notamment dans la tech, avec un modèle de partage du pouvoir. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup et bravo pour ton parcours. Et tu as toujours une petite voix intérieure en fait qui t'a poussé à partir. Et c'est une bonne transition sur peut-être le mindset. Alors, quelle est, Alexandre, ta définition du mindset? Écoute, je crois que déjà, je suis convaincu comme toi que c'est un élément fondamental de nos réussites et de nos échecs. Moi, la définition que j'ai, elle est assez simple en fait. C'est la manière dont on réagit aux choses qui nous arrivent dans la vie. C'est une prédisposition mentale, c'est une attitude intérieure. Et une phrase qui résume assez simplement ça, moi qui me marque depuis que je suis assez jeune, c'est que finalement un souci peut peser une once ou une tonne, c'est toujours nous qui lui donnons son poids exact. Donc quand on saisit bien ce qu'il y a derrière cette phrase qu'on peut appliquer à n'importe quoi, finalement, et pas uniquement à l'univers professionnel, on voit bien à quel point le mindset, qui est la manière dont je vais réagir à l'arrivée d'un souci, est un élément fondamental du succès à venir, futur, long terme. Je comprends. La façon dont tu accueilles un événement imprévu, qui peut être un souci, va faire que tu vas mal le vivre, bien le vivre ou prendre une décision. C'est ça pour toi ta définition du mindset. Tout à fait. Très bien. Puis qui permet aussi, on y reviendra, mais avoir une forme de résilience par rapport aux choses et aussi de voir du positif dans tout ce qui... Voilà, je pense que tout ça, c'est clé. Et donc, c'est quoi ton mindset? Alors, ça répond... On va voir si c'est redondant ou pas, mais c'est quoi le mindset d'Alexandre?
C'est une bonne question. C'est toujours difficile, je trouve, de faire le travail d'introspection pour savoir finalement, et peut-être que les gens extérieurs seraient plus à même de le décrire. Mais je pense qu'il y a 3 notions qui, en tout cas, dirigent un peu mon mindset, qui le dirigent ou qui le sous-tendent. Il y a d'abord une première notion, et on connaît mieux son mindset en vieillissant aussi. Parce que justement, à l'épreuve des choses, on a un retour d'expérience qui est beaucoup plus... Une forme de sagesse, quoi. Une forme de sagesse, voilà. Il y a un premier élément qui est autour de l'apprentissage et de la curiosité. J'ai toujours été extrêmement attiré par le fait d'apprendre des choses nouvelles. J'ai toujours été extrêmement curieux de connaître des choses que je ne connais pas. Donc je ne suis pas par défaut quelqu'un qui va adorer prendre des risques. Étant plus jeune, j'étais plutôt timide, plutôt en retrait. En revanche, ce qui m'a amené à sortir de ma zone de confort, qui m'a amené à élargir mon spectre de connaissances, ça a toujours été la curiosité et l'apprentissage. On connaît tous la phrase de Mandela, dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi à travers le temps. Il y a une deuxième composante qui est plutôt autour de la compétition. J'ai commencé très tôt à faire des sports en compétition, sport individuel, sport collectif. J'ai fait du tennis, j'ai fait du volley. Très tôt, je me suis rendu compte, et là, je n'étais pas dans le monde professionnel, mais que j'étais beaucoup plus intéressé par les matchs que par l'entraînement. Et que cette stimulation, elle m'aidait à me dépasser, à me rendre meilleur. Et très tôt, j'ai évolué dans un modèle dans lequel je me disais, finalement, l'important, c'est pas forcément d'être le meilleur, mais c'est de creuser l'écart. Donc, je relie un peu la composante apprentissage avec la composante compétition. C'est comment en permanence tu t'améliores, comment en permanence tu continues de grandir et tu ne commences pas à vieillir. On dit souvent que quand les rêves prennent le pas sur la réalité, c'est que tu arrêtes de grandir et tu commences à vieillir. Et il y a une troisième composante qui est aussi, quand j'y réfléchis, fondamentale, qui est un peu le plaisir et le fun. Je n'ai jamais été performant, heureux, épanoui dans un univers dans lequel la camaraderie n'existait pas. Et ça aussi, c'est quelque chose dont tu te rends compte au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Et mon sentiment, pour avoir vécu des histoires où la camaraderie était très forte, c'est que c'est un puissant moteur pour aider au dépassement de soi, pour réaliser quelque chose de plus grand que soi. Et donc, oui, pour répondre à ta question sur le mindset, apprentissage, curiosité, compétition et fun, camaraderie. Très, très intéressant. Mais ce que je remarque aussi, c'est que tu as une forme d'insatisfaction, un peu comme quand on n'a pas assez déjeuné, de faim et de n'être jamais arrivé, en fait, si je comprends bien. Oui, ne jamais avoir de satiété et le hungriness des Américains. Alors, j'ai envie de te répondre oui, et ça peut être aussi parfois une faiblesse. Parce que justement, quand on veut réaliser des choses, avancer dans sa carrière, on a l'impression qu'on doit cocher des cases. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. Bien sûr. Du moment où on est drivé par le fait de cocher des cases, on n'est jamais épanoui, jamais heureux, on n'arrive pas à vivre le temps présent. Et donc, dans le cadre de coaching que j'ai pu faire aussi lors des précédentes années, les coachs sont très sensibles à ce sujet-là. Ils disent que la plupart des gens qui avancent vite dans leur carrière, ce sont des gens en fait, qui parfois sont jamais complètement heureux, qui sont jamais dans l'instant présent et qui en permanence pensent que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Il faut réussir à sortir de cette cage un peu dorée, parce que sinon, effectivement, on peut finir cramé, on peut finir en difficulté, parce que finalement, on n'est jamais dans le moment présent satisfait, et donc jamais satisfait. Et l'autre point que tu abordes en t'écoutant, c'est la camaraderie, c'est la notion d'équipe qui va faire que quand on a un job comme le tien, c'est quand même la capacité à emmener, à leader, pour faire un anglicisme, une équipe autour d'un objectif commun. Et si le leader ou le co-leader n'a pas cet appétit de réussir et d'aller toujours plus loin, l'équipe va être molle, quoi. Exactement. Tu l'as dit, je pense que c'est fondamental. Moi, j'ai toujours considéré le travail comme un jeu. Et donc, je dis souvent à mes collègues, à mes N-1, mes N-2, moi, je me lève le matin parce que je considère le travail comme un jeu. Et un jeu, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de gagner. Donc, à partir du moment où je m'amuse et que je gagne, mon moteur, il est extrêmement puissant et je peux durer extrêmement longtemps à l'image de la publicité. Je comprends très bien, du Racel, pour ceux qui connaissaient à l'époque. Et est-ce que tu peux nous citer un moment de ta vie où justement tu n'as pas gagné, où ça a été dur, tu en as bavé,
peut-être que c'est jamais vraiment arrivé. Un exemple concret à nous donner où ça a été dur et puis finalement tu as rebondi avec cet esprit compétitif et tu es allé chercher dans tes entrailles pour aller plus loin. Ouais, il y en a. C'est pas dur, hein, il y en a plein. Il y en a plein des moments difficiles. Il y a des moments difficiles à l'intérieur des entreprises Moi, j'étais. La confiance que m'ont accordé les fondateurs de Webhelp, c'est qu'à 28 ans, ils m'ont donné la plus grosse business unit. Je gérais 6000 personnes, 70% de l'entreprise. Dingue. Et donc, 2 ans avant, j'étais consultant. Donc, j'ai été propulsé d'un job de consultant à 2 ans après, un manager d'une grosse business unit, d'une entreprise qui était en hyper-croissance. Forcément, tu as l'épreuve. Forcément, on regarde ce que tu fais. Moins d'1 an après avoir pris mon poste, on perd le plus gros client de l'entreprise. Donc là, c'est un test de mindset, de résilience, de camaraderie, bien sûr, de culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est pas quelque chose que tu regardes quand tout va bien, c'est quelque chose que tu testes et que tu vis vraiment quand ça va mal. Oui, tout à fait. Et donc là, y a eu la réaction facile d'une entreprise avec une culture, on va dire, un peu faible, aurait été, il est arrivé, il a pris le job, le plus gros compte disparaît, c'est de sa faute, il faut changer. Et maintenant, il y a eu un travail d'introspection, on a passé ce cap ensemble, et moi, à ce moment-là, le regain de confiance des fondateurs m'a boosté comme jamais, et m'a donné un sentiment de loyauté extrêmement fort. J'évoque souvent ça à mes équipes en interne. Je pense que le premier rôle d'un manager, c'est aussi de défendre ses équipes. Oui. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du patron d'IBM avec son salarié qui fait une énorme bêtise qui coûte 100 millions d'euros. Et le salarié arrive dans le bureau et lui dit vous allez me virer. Il lui dit non, je vais en investir 100 millions d'euros pour vous former. Donc, je pense que je la connaissais pas. Ça, c'est un mindset. Ouais, tout à fait. Et tous les jours dans nos entreprises, on a des gens qui font des erreurs. Ouais. Matérialiser la frontière entre l'erreur et la faute, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Et donc là, pour en revenir à ta question, désolé, j'ai un peu digressé. Non. J'ai vécu des moments extrêmement difficiles. Parce que même si tu sais qu'à ce moment-là, je ne suis pas responsable de la décision du client, si tu es quelqu'un normalement constitué, tu culpabilises. Bien sûr. Et tu culpabilises très fort. Des exemples comme ça, effectivement, je peux t'en donner un certain nombre. Je peux t'en citer un deuxième dans la vie de Webhelp. Le jour où les fondateurs, donc au moment où Webhelp s'internationalisait, ont décidé de quitter Paris. Oui. Ils ont choisi. Ils sont partis où, pardon ? Ils sont partis l'un à Bruxelles et l'autre à Londres. D'accord. Et donc l'organisation France devait avoir un nouveau patron. À ce moment-là, c'est pas moi qui ai été choisi. D'accord. J'étais le plus jeune de l'équipe du comité exécutif. Okay. Et il y a 2 autres personnes qui ont été choisies. J'avais 33 ans. Ils ont dit il y en a qui ont 10 ans de plus que toi. Ce sera eux d'abord. Je trouvais ça pas forcément légitime, mais voilà. Là aussi, j'ai réussi à digérer cette étape. Les fondateurs ont aussi très bien géré ça en ce qui me concerne, pour aussi me proposer une trajectoire à plus long terme. Et voilà, on sort toujours plus grand des difficultés quand on arrive à en prendre le bon parti. Et à les surmonter, oui, Exactement. Bien sûr. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Alors je vais passer à la question suivante. C'est quoi pour toi, Alexandre, la définition de la culture de l'entreprise ? Alors moi, je suis un passionné de culture d'entreprise. Ah oui ? D'accord. Mindset aussi, mais et une manière manière de lier les deux sujets, c'est que pour moi, la culture d'entreprise, c'est du mindset et des behaviors. Donc c'est mindset, état d'esprit et comportement. Quelques citations que j'aime bien, que j'utilise en interne, parce que j'ai toujours du mal avec les entreprises qui parlent de valeurs, qui mettent derrière les valeurs des mots que tout le monde a envie d'avoir, courage, audace, bienveillance. Je suis anti-valeur, j'aime pas le mot valeur. Je suis un profond croyant de la culture d'entreprise. Et on parle chez Malte et on parlait chez Webhelp de piliers de la culture d'entreprise et non pas de valeurs. Et les piliers de la culture d'entreprise, c'est quelque chose qui s'incarne, qui est spécifique à l'entreprise. Oui. Et donc les définitions que j'utilise le plus souvent, il y a celle de la CEO de General Motors que j'aime beaucoup, de Mary Barra, qui dit Culture is just how we all behave. Donc ce sont juste les comportements. Et sinon, il y en a une autre que j'utilise aussi beaucoup, qui est finalement c'est ce qui se passe lorsque le CEO quitte la salle. Et la manière de mes équipes que la culture elle est forte quand ce qui se passe lorsque le CEO quitte la salle est exactement la même chose que lorsque le CEO est dans la salle. Ok. Et derrière cette notion de culture qui est aussi extrêmement abstraite, c'est abstrait la culture. C'est pour ça qu'il faut réussir à descendre un peu en granularité pour que les gens la comprennent. Nous, on a défini chez Malte ce qu'on appelle des MALT Principles. Ce sont plutôt justement les comportements attendus en ligne avec la culture. Et pour moi, c'est comme l'éducation dans une famille.
Si je croise tes enfants dans la rue, je les ai déjà croisés, je vais pouvoir avoir une idée de l'éducation, mais ça reste extrêmement abstrait, c'est invisible. Oui, tout à fait. En revanche, ce que je vais pouvoir voir, c'est si tes enfants sont polis, si tes enfants disent bonjour, si ils ont envie de réussir à l'école. Et donc ça, c'est plutôt des principes de fonctionnement que tu leur inculques. Okay. Donc en fait, la culture, elle est pour moi elle est indissociable de ce niveau de granularité qui permet aux gens d'agir au quotidien. D'accord. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu peux justement, tu as commencé à parler de Malte, alors si maintenant on va sur le sujet de la culture d'entreprise de Malte, qui est une entreprise qui a quel âge déjà ? Alors 11 ans cette année. D'accord. Donc cofondé par Vincent Huguet et un autre cofondateur dont j'ai oublié. Hugo Lassiège. Hugo Lassiège. Aujourd'hui, donc c'est quoi la culture d'entreprise de Malte en quelques mots et avec des exemples concrets ? Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que déjà la culture d'entreprise c'est aussi un organe vivant. Oui. Ça évolue avec le temps. Oui. Malte, c'est une société qui a 11 ans, ça rentre dans l'adolescence. Donc ça aussi, j'utilise aussi souvent ce parallèle pour expliquer que, qu'il plus est, quand on a moins de 20 ans, beaucoup de choses qui changent. Beaucoup de choses qui doivent changer. C'est vrai. Et peut-être je peux faire le parallèle avec Webhelp parce que finalement, c'est deux sociétés qui ont des cultures très fortes, mais très différentes. Oui. Webhelp, on était sur une culture très centrée sur la camaraderie, la conquête commerciale, la conquête géographique. On est sur un combat permanent, on est un peu à risque sur la map monde. Voilà, en permanence, on va aller gagner des territoires. Et donc, il y avait cette logique vraiment. Et si je dois imager un peu la culture de Webhelp, j'utiliserais peut-être une équipe de rugby. Oui. Voilà, essayer d'être un peu les All Blacks. C'est-à-dire, chaque fois qu'on rentre sur un terrain, il faut qu'on ait les meilleurs joueurs et qu'on gagne le match. La culture de Malte, elle est beaucoup plus douce dans le sens où c'est un développement pas plus lent, mais plus profond, plus long terme et plus au travers de l'innovation. D'accord. Donc moi, ça me fait plus penser, je suis un fan de sport, donc désolé pour utiliser des images sportives, mais c'est plus, je ne sais pas si ça te parle, mais Fosbury, c'est-à-dire quelqu'un qui a révolutionné le saut en hauteur, qui est devenu champion olympique juste parce qu'il a sauté différemment. Oui, ok. C'est Panenka, qui a toujours un tir au but qui porte son nom, c'est-à-dire que la culture de Malte, elle est beaucoup plus centrée sur l'innovation, sur la capacité de faire différemment, sur le long terme, et finalement, et tu parlais de l'équipe de cofondateurs que j'ai rejoint il y a 4 ans, et on s'est rejoint sur aussi... je dis souvent, ce qui caractérise le mieux le fondateur, c'est 2 piliers, l'humilité et l'ambition. Et il n'y en a pas un qui est plus fort ou plus faible que l'autre. C'est-à-dire énormément d'ambition pour l'entreprise, mais une profonde humilité, une profonde volonté de bâtir quelque chose qui est plus grand que soi. Et ce qui fait qu'aussi dans la culture de Malte, on a une culture qui est extrêmement collective. On a un des piliers de notre culture qui est It Takes a Community. Community, c'est la communauté de freelance. Community, c'est le nom juridique de la société. Malte est sa community. Community, c'est aussi originellement le It Takes a Community, ça vient d'un proverbe africain qui dit It takes a village to raise a child. Donc on comprend tout ce que ça veut dire. Et donc ça, c'est un truc qui est très ancré dans l'ADN de l'entreprise. Il n'y a pas de succès individuel, il n'y a que des réussites collectives. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets depuis que tu es arrivé chez Malte de comment cette culture d'entreprise va s'incarner ? Parce que tes mots sont très clairs et j'aime beaucoup quand tu dis ambition d'un côté et humilité. L'humilité permet de ne pas faire de l'ambition avec de l'arrogance. Exactement. Et donc ça, c'est un pilier qui est intéressant. Comment maintenant, au quotidien, ça va s'incarner avec des exemples concrets chez le client, dans le télétravail par exemple, dans la relation avec les camarades, etc. Comment ça se passe ? Oui, alors le premier élément, en fait, pour que ce soit incarné, avant d'arriver sur l'exemple concret, il faut 3 choses. Okay. Il faut d'abord une congruence parfaite dans toute l'organisation. C'est-à-dire qu'encore une fois, les piliers de la culture, les MAL Principles, on en a 6. C'est pas quelque chose qu'on affiche sur notre PowerPoint, qu'on explique à notre client, qu'on raconte lorsqu'on a réuni toutes les équipes. Ça, c'est 5%. Ce qui est hyper important, encore une fois, c'est que ce soit consistant dans toute l'organisation. Ce que ça veut dire, consistant dans toute l'organisation ? Ça veut dire que ça vient impacter la manière dont on recrute. Ça vient impacter la manière dont on manage les gens. Ça vient impacter la manière dont on évalue les gens. Ça vient impacter, encore une fois, les MAL Principles, c'est fait pour nudger les comportements de tous les malteurs au quotidien. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on anime au quotidien. Nudger en français pour... donner un coup de pouce pour stimuler le comportement. Okay. Et du coup, ça devient aussi des éléments de langage. C'est-à-dire que quand on interagit entre nous au quotidien, on se réfère à nos piliers de la culture et aux MAL Principles. Et ensuite, il faut que ce soit à la fois top-down et bottom-up. Okay. C'est-à-dire qu'on a passé énormément de temps pour que nos collaborateurs nous disent ce qu'était la culture,
où il la voyait, comment il la vivait. Et en même temps, comme je l'évoquais tout à l'heure, la culture, c'est quelque chose qui évolue, c'est un organisme mouvant et elle doit évoluer. Donc on a fait un mix de bottom-up et de top-down parce qu'on avait aussi identifié des sujets qui devaient changer dans la culture de l'entreprise. Quand tu es dans une entreprise tech en France qui a vécu les années folles, nécessairement la culture elle doit changer parce que 100% des boîtes de la tech ont évolué dans un monde qui n'était pas un monde réel. Oui, tout à fait. Donc il y a des choses extrêmement à ajuster. Et donc pour donner un exemple concret qui nous permet de vivre régulièrement autour de ça, on a un de nos piliers de la culture qui est et qu'on en a fait aussi un mal principles qui est We Can Be Heroes. C'est la chanson de David Bowie. We Can Be Heroes. Yes. Et on a choisi cette chanson de David Bowie parce qu'à l'époque la société était sur 3 pays, France, Allemagne et Espagne. David Bowie était parfaitement francophile, il avait composé cette chanson à Berlin. Et dans le We Can Be Heroes, la phrase en tant que telle, tu as exactement l'incarnation de l'humilité et de l'ambition. C'est-à-dire qu'il y a la notion de heroes, mais c'est pas We Will Be Heroes, c'est We Can Be Heroes. Donc ça, c'est un peu notre motto et c'est devenu l'hymne de la société. Donc à chaque fois qu'on fait un all hands, donc une réunion tous les mois avec l'ensemble des salariés, on termine toujours la réunion par David Bowie et on a toujours à l'intérieur, pour donner des exemples concrets, de cette réunion, des salariés qui viennent illustrer un mal principles, qui viennent illustrer un pilier de la culture. On a changé, et tu vas venir bientôt, de siège. On est maintenant à la Madeleine, après quelques années dans le Sentier. On a énormément travaillé pour que ce siège soit l'incarnation de notre culture. On a 6 salles de réunion qui sont en parfaite corrélation avec chacun de nos 6 mal principles. On a fait travailler le cabinet d'architectes pour que le malteur, quand il arrive en salle de réunion, là, ils comprennent qu'il est dans la salle Itex Community, ils comprennent qu'il est dans la salle We Can Be Heroes. Alors tu nous fais beaucoup de teasing avec tes 6 principes. Ils sont forts et s'ils s'incarnent par 6 salles de réunion, c'est important. Comment justement la culture et les piliers, ça commence aussi à l'expérience talent lors d'un recrutement, par exemple. Exactement. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les teste à chaque round d'entretien. On teste un élément de la culture d'entreprise, de manière à ce que chacun se sente investi d'une mission qui est de valider l'adéquation du candidat avec notre culture d'entreprise. Et ces principes, encore une fois, on les a bâtis pour vraiment travailler le succès des prochaines années. On a un principe qui est par exemple break silos, we are one team. Donc il y a vraiment cette notion. Ça c'est un principe. C'est un principe. We Can Be Heroes, c'en est un autre. D'accord. On a un principe autour de la simplicité. La salle de réunion, c'est une salle blanche où tu peux travailler avec des Velleda sur le plafond, sur le sol et sur les murs. Génial. Qui convient pas mal aux équipes techniques notamment. On a un principe qui est Start with the Who. Qui vient, si tu as lu le livre de Jim Collins, From Good to Great, ça c'est aussi quelque chose qui m'a animé moi depuis que je commence à travailler. Le plus dur quand tu es chef d'entreprise, c'est d'abord de trouver les bonnes personnes et ensuite de les faire travailler ensemble. Et souvent on se concentre dans le fait de trouver les bonnes personnes, mais les faire travailler ensemble c'est aussi un enjeu extrêmement important. Bien sûr. Mais aujourd'hui, comment vous faites et quel type d'interaction vous avez avec les candidats qui doivent en dire beaucoup sur justement qui vous êtes et votre culture? Alors on a fait plusieurs choses. On a écrit une open letter pour l'ensemble des candidats à Malte pour leur décrire ce qu'était la culture de Malte. Donc il y a 2-3 pages qui résument ce qu'on pense être modestement de la culture pour que les gens arrivent en terrain connu. Ensuite, il y a beaucoup de matière pour pouvoir effectivement toucher du doigt la culture de l'entreprise. Et je veux dire, pour revenir sur la notion d'humilité, Malte a été un peu en dessous des feux des projecteurs pendant pas mal d'années dans la French Tech. Quand je suis arrivé chez Malte, j'ai un peu, pas engueulé, mais j'ai dit au fondateur, mais boîte est inconnue, on n'est nulle part, on n'est pas visible, comment vous voulez qu'on recrute? Voilà. J'avais raison et j'avais tort. J'avais raison parce qu'effectivement, la boîte aurait peut-être pu croître un petit peu plus rapidement, mais j'avais tort dans le sens où on a vraiment eu la rançon du succès de cela, parce que les gens qui rejoignaient l'entreprise, c'est des gens qui rejoignaient vraiment l'entreprise pour la mission, pour la vision et pour ce qu'elle était, comme moi je l'ai fait quand j'étais convaincu de l'opportunité de marché. Et pas pour le côté glamour, shiny. Exactement. Exactement. Donc tu recrutes des gens qui sont là pour le long terme, qui viennent pas chercher les étoiles, la lumière ou les barrettes. Et ça, c'est extrêmement vertueux. Et donc ça, on a essayé de le garder. Même maintenant où on est un peu plus visible, on est extrêmement sensible à ça. Quand on sort des candidats du processus de recrutement, des candidats qui ont les bonnes compétences, c'est souvent parce qu'on a des comportements un peu trop individualistes pour nous.
des gens qui vont poser trop de questions sur combien de personnes je vais manager, quel sera mon territoire. Voilà. Il n'y a pas de notion de territoire. Tout le monde est chez lui, chez Malte. D'accord. Et aujourd'hui, donc les entretiens, les gens passent entre vos mains avec Vincent régulièrement. À quel niveau? Il y a combien d'entretiens, par exemple, chez Malte, et vous faites des tests de personnalité en 2 minutes? On va de 4 entretiens pour les profils plus juniors jusqu'à 6-7 pour les profils les plus seniors. Okay. Et à partir d'un certain niveau de hiérarchie, on a systématiquement ce qu'on appelle un business case, qui consiste à préparer une présentation. Ça dure pendant 1h30. On livre un petit exercice au candidat qui est lié au poste pour lequel il postule. Et on a un jury de 2 à 3 personnes qui viennent là à la fois juger encore une fois de l'aspect culturel, mais qui vont permettre aussi de tester les appétences de communication, de formalisation, de remise en question, de gestion sous stress. Et on a systématiquement un entretien fait par un des membres du comité exécutif, donc qui peut être Vincent ou moi-même, qui a un entretien. On a piqué ça un peu d'Amazon, qui a le concept de raise the bar. Et donc c'est un membre du comité exécutif qui n'est pas le recruteur, qui vient voir le candidat pour avoir un œil externe. Parce que, alors on est un peu sorti de ça, mais dans le monde de la tech, on avait tellement besoin, on a tellement recruté, trop recruté, que parfois, et ça c'était un de mes combats, la quantité était au détriment de la qualité. Donc le fait d'avoir un œil externe qui systématiquement, on va dire, et moi c'est never compromise on quality, on va pas laisser passer le cut à ce candidat-là parce qu'on estime que on sera mieux en étant un de moins plutôt que de rentrer quelqu'un qui peut-être sera juste moyen. Je comprends. Et si là on prend du recul justement si on compare avec la culture justement de WebHelp ou peut-être même de McKinsey, qu'est-ce que tu vois d'intéressant et qui t'avait marqué de saillant chez WebHelp ou chez McKinsey par rapport à Malte, à ce que tu vis aujourd'hui? En fait, ce qui me marque, c'est pas le nom des 3 boîtes ou les univers dans lesquels j'étais, c'est l'évolution de la société. Ok. Il était beaucoup plus facile d'être chef d'entreprise il y a 10 ans, à mon sens. Je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, on gère la même chose qu'avant, dans un monde plus complexe et avec des paramètres nouveaux. Tout à fait. Paramètres nouveaux, classiquement, le télétravail, des sujets d'inclusion et diversité qui prennent parfois le pas sur d'autres. Pour le résumer assez prosaïquement, tous les mois, lors de nos réunions avec tous les salariés de l'entreprise, moi je fais ça depuis 15 ans, on fait monter les questions des salariés et des collaborateurs. Quand on faisait cet exercice-là il y a 10 ans, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas lié au nom des boîtes, mais plutôt à l'évolution de la société, 3/4 des questions, elles étaient sur la stratégie de l'entreprise, la réussite de l'entreprise. Okay. Aujourd'hui, 3/4 des questions, elles sont, quand je suis un peu dur avec mes équipes, je dis elles sont me, myself and I. C'est la semaine de 4 jours, encore plus de diversité, d'inclusion, encore plus de verts. Et donc, en permanence, le chef d'entreprise, il est un peu pris en étau avec des sujets qui sont neufs, qui sont vertueux, sur lesquels il faut avancer. Et on a une politique extrêmement positive vis-à-vis de tous ces sujets-là. Mais du coup, ça nous détourne parfois un peu du fondamental. Ça m'est arrivé de devoir dire en 2022 ou en 2023, on peut être la meilleure politique RSE du monde, les plus inclusifs, mais si on ne gagne pas d'argent, on va mourir. Oui. Et ça, parfois, c'est quelque chose... Oui. Tu as raison, à un moment... Mais on l'oublie. Et c'est pour ça que le rapport au travail au global a changé. Oui. Et quand je parle, tu parlais des noms des entreprises, je parle aux gens qui sont chez McKinsey aujourd'hui. McKinsey aujourd'hui, ce n'est pas du tout la culture que moi j'ai connue. D'accord. Moi, c'était une culture, je suis rentré dans le monde du travail, dans un monde dans lequel tu savais que dans tes premières années, tu n'étais pas corvéable à merci. Mais tu n'avais pas de vie personnelle. Et qu'en tout cas, tu écoutais la hiérarchie et que si un soir, tu avais un dîner mais qu'il fallait finir la mission, tu n'allais pas à ton dîner. C'était comme ça. Là, ça s'est inversé. Maintenant, le dîner est plus important que la mission à finir. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas bien, ça c'est très bien. C'est-à-dire qu'on a une évolution qui laisse plus de place à l'individu. Mais on a eu, je pense, en partie à cause du Covid, une hyper-individualisation de la société. Oui. Et donc, on fait tout pour l'individu, et ce qui est bon pour l'individu n'est pas toujours bon pour le collectif. Donc c'est aussi ça parfois les messages. Donc est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est pas un peu trop? En tout cas, il y a eu un rééquilibrage depuis 2 ans aussi dans la tech. Le fait que la fête soit finie, ça aide un peu. Voilà, le talent n'est plus, on va dire, un rapport de force qui est un peu plus équilibré avec l'entreprise. Et l'entreprise revient, on le voit aussi aux États-Unis sur le sujet du télétravail par exemple, mais il y en a plein d'autres où il y a un principe de réalité qui revient parmi nous.
la culture de McKinsey et de Webhelp aujourd'hui, donc elle a changé, mais est-ce que tu la connais? Est-ce que tu es capable de voir comment ils ont évolué avec un œil extérieur et ce qui est bien? Mais c'est là où on voit quand même qu'il y a, en fait, aujourd'hui les différences de culture, tu les vois aussi sur l'âge des entreprises. Oui. Tu parlais d'adolescence. Et l'âge des fondateurs. Oui. Enfin, des gens qui ont majoritairement évolué. Une boîte comme Malte, des boîtes qui ont moins de 10 ans, elles sont très drivées par ce qui s'est passé récemment. Ce qui s'est passé récemment, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer. Oui. Les boîtes qui ont été créées avant, elles sont un petit peu moins impactées par cette évolution parce qu'elles continuent d'avoir une culture très forte qui vient un peu d'un autre monde. Donc si je prends l'exemple de McKinsey, c'est-à-dire McKinsey garde quand même ce postulat très fort de dire on est dans un environnement de hard worker. Oui. Mais pour autant, c'est plus la même définition que ce que cette définition pouvait avoir il y a quelques années. D'accord. Quand tu étais jeune papa ou jeune maman chez McKinsey à mon époque, c'était un non-sujet, tu devais travailler. Là maintenant, McKinsey, pour pouvoir garder les talents, a mis en place une politique de 4 mois et pour le papa et pour la maman. Donc c'est inimaginable de penser ça il y a encore 10 ans. Je comprends. C'est quoi votre conviction sur le télétravail et qu'est-ce que vous proposez à vos salariés et pourquoi? Et forcément, ça a un impact sur la culture, où la culture impacte le télétravail. Nous, Malte a été, avant que j'arrive, extrêmement pionnier, moderne sur le sujet. Quand tu travailles avec les freelances, la notion de travailler de chez toi est dans l'ADN et dans le modèle. D'accord. Donc Malte a toujours eu une approche, on va dire, très ouverte sur le sujet. Nous, on a historiquement une guideline dans l'entreprise qui est 3 jours au siège, 2 jours en télétravail, qui est assez classique aujourd'hui dans la plupart d'entreprises. Ce qu'on a fait là récemment, non pas pour durcir, mais pour exprimer une conviction profonde que l'on a dans le top management, parce qu'on croit quand même fondamentalement au fait de passer du temps ensemble. Oui. Encore une fois, pour moi, le télétravail apporte de la productivité individuelle, mais pas de la performance collective. D'accord. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exprimé le fait, et encore une fois, on ne le fait pas par la contrainte, de dire que pour certains types de populations, 4 jours, 1 jour, c'est peut-être mieux. Pour des nouveaux arrivants dans l'entreprise, pour des jeunes managers, pour des gens qui sont censés travailler en équipe, pour des fonctions frontline vis-à-vis du client. Et on a laissé ça à la main du manager de pouvoir de temps en temps basculer sur du 4-1 plutôt que du 3-2. Et on a mis un investissement important sur notre nouveau siège parce qu'on pense aussi, encore une fois, que c'est pas par la contrainte aujourd'hui que tu réussis à motiver les troupes, mais c'est parce que et de la congruence. D'accord. Et donc la congruence, on l'a mise en mettant effectivement en proposant un outil de travail qui donne envie aux gens de travailler. Et je me rappelle on a créé cet outil de travail en se disant il faut que ce soit aussi bien que chez soi. Et voilà, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont arrivés le premier jour et me disent mais c'est mieux que chez moi. Donc c'était oui, il faut leur donner envie. Exactement. Ouais. Donc si je comprends bien, ça dépend des équipes, oui. Ça dépend des jobs, oui. Mais on a quand même les gens viennent au moins 2-3 jours par semaine. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et on a gagné un peu en présentéisme en changeant de siège. Okay. On a globalement un siège qui est aux 3/4 plein du lundi à jeudi et qui est un peu plus restreint le vendredi. Mais là aussi, par les tailleurs de nudge ou de coups de pouce, le vendredi, on ferme des étages pour que chacun soit assis avec des nouveaux collègues. Donc on crée finalement, le vendredi devient sympathique. Parce qu'avant, sinon, dans beaucoup d'entreprises, c'est un cercle vicieux. Ouais. Je ne viens pas le vendredi parce qu'il n'y a personne. Ah oui, mais donc, comment est-ce qu'on recrée un cercle vertueux? Donc, on est en train de le recréer. Donc, il y a 4 ans, quand je suis arrivé chez Malte, il n'y avait personne le vendredi. Et là, on a un tiers des effectifs qui sont là le vendredi. On offre le petit déjeuner, on fait un certain nombre de choses. Ok, alors, super. On n'a pas parlé d'un sujet qui est quand même clé chez vous. C'est un monsieur ou une dame qui s'appelle un freelance. Et un freelance, aujourd'hui, on est quand même dans un changement d'époque drastique. C'est quoi aujourd'hui, selon toi, justement le mindset d'un freelance? Pourquoi est-ce qu'on est freelance ou pourquoi est-ce qu'on devient freelance? C'est une très bonne question et je me suis un peu battu récemment aussi politiquement parce qu'on parle toujours de la Startup Nation. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'Entrepreneur Nation. Oui, tu as raison. Parce que le freelance, c'est un start-upper ou c'est un entrepreneur. Oui. Et donc, le mindset du freelance, c'est exactement un mindset d'entrepreneur. Donc, je pense qu'il le caractérise. Alors, bien sûr, il peut y avoir... C'est le même, selon toi? C'est le même. En tout cas, il y a beaucoup de similitudes. Il peut y avoir un jeu de contraintes, de facteurs exogènes qui te poussent à devenir freelance. Tu es salarié d'une grande entreprise dans l'IT et tu es fatigué de ne pas pouvoir choisir ton client, de travailler sur un langage qui n'est pas le langage que tu préfères. Donc, il peut y avoir ce jeu de contraintes qui est un peu un repoussoir du CDI.
Mais bien souvent, il y a quand même une adhésion totale et quand on parle de mindset, sur le postulat qui consiste à dire que, mais en fait, mon avenir, il dépend avant tout de moi-même et pas des autres. Et donc, c'est ça un mindset de freelance. C'est un chef d'entreprise, un freelance. Donc, quand parfois, on me dit, bah oui, mais le freelance, attention, précarité, ubérisation. Mais non, pas du tout. Enfin, dans 90% d'entre eux, c'est un statut choisi. Et donc, c'est pour ça que je parle d'entrepreneur nation. Plus on a de freelance, plus on a d'entrepreneurs, plus on a des gens qui sont convaincus que l'avenir dépend d'eux avant de la société qui nous entoure. D'attendre que Exactement. les choses... Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est aussi quelqu'un pour qui se former est une question de survie. Un freelance qui n'est plus capable d'être staffé en mission, c'est un freelance qui meurt, qui ne gagne plus d'argent. Donc c'est extrêmement vertueux et sain pour l'économie. On a été habitué depuis le début de nos carrières à des entreprises dans lesquelles on attend tout. On est dans un pays dans lequel on attend tout de l'État et on est dans des entreprises dans lesquelles on attend tout du patron, de la formation, des ressources humaines. Le freelance, c'est quelqu'un qui dit non, mais le meilleur pour construire son avenir, c'est moi-même. Et donc, je me repose sur personne d'autre que moi-même pour construire ce qui sera bien pour moi. Et donc, ça, c'est extrêmement vertueux, extrêmement sain. Et c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de freelance. Bien sûr. Et que ça attire de plus en plus de grands talents. Et il y a combien de freelance à peu près en France? Tu as des chiffres à la louche? Alors, on a à peu près 600 000 freelance en France, dont 400 000 sur Malte. Voilà. Bravo. Donc il en reste encore 200 000 pour les 200 000 qui nous écoutent. Il y a encore un petit tiers du marché qui soit est tellement bon qu'il peut fonctionner tout seul, soit n'a pas connaissance encore, soit voilà, on a plusieurs raisons, mais on va s'approcher bientôt de... D'accord. Si j'ai bien compris, tu as investi dans pas moins de 23 boîtes, donc plutôt des boîtes dans la tech. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as investi dans ces boîtes-là? J'investis pas dans n'importe quelle entreprise. Les 3 thématiques principales pour moi, c'est une première thématique qui a un lien avec mes expériences professionnelles. Okay. Donc, pourquoi un lien avec mes expériences professionnelles? Parce que c'est aussi là où je vais avoir plus d'impact. Je vais pouvoir aider l'entrepreneur. Oui, dans ton réseau, dans ton expérience. Exactement. Donc, des entreprises qui se créent, des marketplaces dans les relations clients, enfin, Webhelp, McKinsey, Malte, c'est un bon tiers de mes investissements. Un deuxième tiers, c'est sur ce que j'appelle des investissements passion. Donc, je suis passionné de sport. J'ai investi dans la boulangerie. Donc là, c'est des choses où ça te parle en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'histoire. Et un troisième tiers, on va dire plutôt sur l'impact, et notamment aussi sur l'entrepreneuriat féminin. Quand j'étais plus jeune business angel, je me précipitais dans le PowerPoint et dans l'Excel. Et j'y passais du temps et je challengeais les chiffres. Et je me suis rendu compte aussi, à force, que... c'était une perte de temps phénoménale. Ça sert à rien. Mais 100% des Excel t'expliquent que ça va être incroyable et que ça va gagner de l'argent et que tu vas faire x10 sur ton investissement. Donc, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de challenger la complémentarité de l'équipe de fondateurs et le mindset de l'équipe de fondateurs. Et quand on parle de mindset de l'équipe de fondateurs, c'est très difficile de vérifier la résilience, mais je vais être très attentif parce qu'en fait, ce qui fait la qualité d'un bon fondateur, c'est la résilience, la détermination et la capacité aussi à se remettre en cause. Et donc, je teste beaucoup le troisième volet, la remise en cause, c'est-à-dire en posant des questions où tu sais que ta question va être saillante et tu vois comment la personne réagit. Est-ce qu'elle est vraiment... Est-ce qu'elle est butée? Est-ce qu'elle est butée? Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce qu'elle est ouverte? Exactement. Et en même temps, est-ce qu'elle reste quand même... est-ce qu'elle n'est pas girouette? Exactement. Poser des questions aussi sur la complémentarité de l'équipe. Une équipe qui démarre, souvent en plus ce sont des très jeunes, elle est forcément... Elle n'a même pas la moitié de la compétence pour aller écrire une histoire de scale. Mais non, mais c'est sûr. Donc, quelle est l'humilité? On revient. L'humilité. Quelle est l'humilité de l'équipe de fondateurs pour voir ce qui va leur manquer au fil du temps? On a parlé de Webhelp tout à l'heure. Webhelp, quand ça s'est créé, c'était un Google humain. Donc, l'idée géniale des fondateurs de Webhelp, ça a été de répliquer un modèle qui existait au Canada. Et donc, c'était des conseillers en Roumanie qui t'aidaient à faire une recherche sur Internet. Le pivot, Webhelp a pivoté en devenant un acteur de la relation client. Ce qui a fait le scale, c'est le pivot et c'est le fait que les fondateurs étaient résilients, déterminés et se sont rendus compte qu'il fallait changer. Donc c'est vraiment là-dessus que je passe énormément de temps. Et finalement, je regarde de moins en moins les decks.
même si ça m'intéresse toujours de bien comprendre le marché et de bien comprendre les éléments différenciateurs que va avoir l'équipe de fondateurs. Et pour finir là-dessus, tu as eu beaucoup de déconvenues là, sur les 23 investissements et qu'est-ce que tu as appris ? Non, alors la principale déconvenue, c'est qu'on est sur du temps long. Donc sur 23, j'ai que 2 lignes qui ont été débouclées. Donc j'ai envie de te dire, c'est comme au casino, tant que tu n'as pas quitté la table, tu sais pas si tu as gagné ou tu as perdu. Mais je trouve ce qui est intéressant aussi, et je suis souvent d'ailleurs en aide de fondateurs. Je me suis rendu compte aussi au fil du temps à quel point on leur mettait un poids phénoménal sur les épaules. Combien de fois j'ai eu des fondateurs qui m'ont dit « mais tu te rends compte, je vais vous faire perdre 10, 20, 30... » Mais quelqu'un digne de ce nom qui investit dans une boîte dans la tech, il n'investit pas pour faire un ROI à coup sûr. Il investit pour défendre une histoire. Il sait qu'il peut perdre son argent et qu'il va potentiellement plutôt perdre son argent. Exactement. Et ça, il faut réussir à ce que l'équipe de fondateurs, à l'inverse, arrive à souffler par rapport à ça, parce que sinon, ils se mettent une pression beaucoup trop forte, et ce qui les empêche d'ailleurs d'écrire une histoire positive. Parce qu'ils pensent trop à l'impact que ça va avoir. Comme en plus, au démarrage, c'est souvent on dit de la love money, donc c'est des proches qui investissent dans l'entreprise. Voilà, ça c'est un peu compliqué, et donc j'ai eu dans les histoires des 23 des moments charnières où les entreprises étaient proches de péricliter, mais voilà, où on a réussi à remettre l'équipe sur les rails, sur le cheval, et à redémarrer. Et encore une fois, le fondateur qui réussit, c'est celui qui a tenté une fois de plus que les autres après avoir échoué. Donc c'est vraiment une mentalité qui est parfois un peu dure. Une fois que tu as ça en toi, ça te donne une résilience extrêmement profonde. Et c'est pas facile, parce qu'à tout moment, tu as envie de... Non, c'est pas facile. Ok, non mais écoute, c'est très clair. Est-ce que tu aurais un conseil, un point de vue à partager avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Écoute, à la lumière en tout cas de moi, ma propre expérience, je te l'évoquais tout à l'heure, j'ai démarré ma carrière en étant très scolaire, finalement assez peu original. Ne pas sortir des sentiers battus, c'était un peu ce qui me guidait. J'ai pris mon risque quand j'ai quitté l'univers clinquant de McKinsey pour rejoindre Webhelp. Et mon conseil, c'est déjà d'écouter sa petite voix intérieure. Quand j'écoutais l'ensemble de mes camarades, 100% de mes collègues chez McKinsey me disaient que Webhelp était un repoussoir. Donc à ce moment-là, quand tu sais que ma famille, pourquoi quitter McKinsey pour rejoindre une boîte dans les contact centers, après avoir 100% de ton entourage qui te dit il faut sans doute pas le faire, c'est pas du courage, mais de sentir que c'est là que tu dois aller et savoir aller à l'encontre des conseils. Moi, c'est un de mes conseils. Parce qu'en fait, les gens qui conseillent, ils ont une vue parcellaire de la situation. On est le seul maître de savoir si le fit est bon, si on croit au marché. J'avais une croyance très forte sur le marché, si on allait bien travailler avec les gens avec lesquels on va se projeter. Et donc, mon conseil, je dis souvent quand je vois des candidats que je vois en entretien, qui sortent d'école de commerce et qui ont fait le stage en audit, le stage en conseil, le stage en banque d'affaires, je leur dis, vous me rappelez moi, faites autre chose. Arrêtez de vouloir suivre un chemin qui a déjà été pris. Prenez-en un nouveau et laissez une trace. Donc ça, c'est pour moi un conseil extrêmement important, c'est de savoir sortir des sentiers battus et de créer son propre chemin. Écouter sa voix intérieure. Écouter sa voix intérieure. Moi, elle m'a été bénéfique. Je dis souvent, les grandes décisions ne se prennent pas, elles se forment d'elles-mêmes. Donc sur des grandes décisions, il faut aussi savoir prendre le temps. J'ai failli quitter Webhelp à 2 reprises. Et à l'inverse, heureusement, je suis resté à 2 reprises parce que j'ai pris le temps, la décision, elle s'est formée. Et là, encore une fois, j'ai été assez peu sensible aux conseils. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de conseils. Moi, j'en demande toujours. Mais ça m'aide parfois à me forger aussi la conviction que tous les conseils qu'on me donne, non, moi, je suis convaincu que je vais aller à l'encontre. Puis c'est aussi peut-être un trait de ma personnalité d'être toujours un peu à l'encontre. Et pour autant, dans un début de carrière, il ne faut pas non plus brûler les étapes. Moi, je sais que j'ai jamais pris un job en me disant je vais faire une forme de hold-up dans cette prise de poste. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut être légitime, il faut sentir que c'est le bon moment. Et j'ai envie de dire, voilà, le problématique parfois parmi les gens qui sont très jeunes, c'est un peu des deux côtés. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent tout faire tout de suite et il y a ceux qui sont trop scolaires. Et donc il faut à la fois ne pas avoir peur de brusquer les choses et en même temps avoir conscience de ses limites. Donc ce serait ça mon conseil. Et tu avais une phrase dont tu m'as parlé lors de notre café de Churchill que j'aime beaucoup. Alors qui sera une belle clôture peut-être. Oui, alors elle est un peu violente, parce qu'on connaît le sang, la sueur et les larmes. Et là, c'est le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc je pense que c'est aussi un bel hymne à l'entrepreneuriat, un bel hymne à ce qui font les plus belles histoires.
toutes les plus belles histoires, on parlait d'Airbnb qui est un peu à la genèse de Malte. Et Airbnb a failli mourir lors des 2 premières années de son existence. Ils ont dû aller vendre des céréales pendant la campagne américaine pour sauver la boîte. Webhelp, formidable histoire, sans doute la plus belle des 20 dernières années, une société revendue 4,5 milliards. Je ne dis pas que parce que j'y ai contribué. À l'origine, les fondateurs étaient tellement visionnaires qu'ils avaient inventé un Google humain. Donc on en revient aussi à cette notion de pivot et de cette remise en cause du fondateur. Voilà, la petite voix intérieure qui consiste à dire que le Google humain, ça va se planter. Et derrière, ça a été un formidable succès. Donc oui, le succès, il faut le voir long terme. Et le problème, c'est pas de tomber, c'est de ne pas se relever. Merci beaucoup Alexandre pour ta présence, c'était passionnant. Merci Tim.